Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la business intelligence au service de la performance des services de santé au travail et de prévention. Alors je me présente, je suis Laura Benistan, en charge du marketing et de la communication au sein d'Access et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle session de webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une des manières dont les services de prévention et de santé au travail peuvent utiliser leurs données pour améliorer justement leur performance et leur efficacité grâce à la BI. Donc pour ça, durant le webinaire, on va aborder différents sujets, notamment les enjeux auxquels les SPST sont confrontés lorsqu'ils tentent de mettre en place leur stratégie de BI pour que ce soit efficace et quels avantages justement ils peuvent tirer de tout ça. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est qu'on vous apporte vraiment des informations clés pour vous aider à mieux comprendre comment la BI peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc que vous soyez autant responsable informatique, médecin du travail ou intervenant spécialisé en analyse de données. Donc pour aborder ces sujets, aujourd'hui, je suis accompagnée de Lilian Bravé et de Ludovic Genot. Donc Lilian accompagne depuis plus de 20 ans justement les services de santé au travail. Donc on peut dire justement, Lilian, que tu les connais bien. Oui, bonjour à tous. Merci Laura. Oui, effectivement, je suis directeur commercial e-santé en santé au travail depuis plus de 20 ans, effectivement, donc je les connais bien. J'ai pu voir effectivement l'évolution des demandes et des besoins de BI en santé au travail durant toutes ces années, et notamment auprès des 250 services que nous équipons à ce jour. Et toi, Ludovic, justement, de ton côté, tu interviens sur de différents domaines d'activité, mais tu as un regard quand même beaucoup plus centré sur ce qu'on appelle aujourd'hui la business intelligence et l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, bonjour Lilian, bonjour Laura. J'interviens comme Lilian auprès des services de prévention de santé au travail, mais pas uniquement, également auprès des industriels, auprès des organismes de formation, auprès des médias, également auprès de certaines écoles, et dans un domaine bien précis qui est l'analyse de leurs données et comment faire en sorte d'apporter de la valeur avec leurs données. Et ce sera une partie du sujet du jour. Ok, merci à tous les deux pour votre présentation. Du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous partager quelques informations pratiques. Donc, le webinaire sera enregistré pour qu'après vous puissiez recevoir le replay par la suite. Et également, si vous avez des questions durant le webinaire, vous avez un petit onglet qui est prévu à cet effet en bas de votre écran, un petit onglet questions. Donc, je vous inviterai à les poser directement là-dedans et pas dans le chat. Au moins, ça nous permettra de mieux répondre et de les récupérer aussi par la suite. Du coup, pour lancer la thématique du jour sur la business intelligence, est-ce que Ludovic, tu pourrais nous définir un petit peu ce qu'est justement la business intelligence et à quoi ça sert? Oui, on va je vais vous partager une définition. Alors, il en existe plusieurs. Hein. Si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez plusieurs. Alors, avant de vous en donner la définition, déjà, je vous dirais que la mission de la business intelligence, c'est mettre la donnée au service de la prise de décision. Et il y a deux mots qui sont vraiment importants. Le mot données, d'une part, qui est la matière première, et la décision, d'autre part, qui est l'objectif auquel il faut répondre. Des décisions, chacun d'entre nous, on est amené à en prendre tous les jours, avec certaines décisions qui ont des enjeux plus ou moins importants, que ce soit les directeurs de services de santé pour la gestion de leurs services, que ce soit les préventeurs pour conseiller les adhérents, que ce soit les médecins parfois pour décider ou pas de délivrer une inaptitude, par exemple. Eh bien, lorsqu'on prend ces décisions, se pose une question à chaque fois, est-ce que c'est la bonne décision que je suis en train de prendre? Et on aimerait bien pouvoir prédire un petit peu l'avenir et savoir ce qui va se passer. Alors, bien sûr, il y a toujours cette incertitude. S'il n'y avait pas d'incertitude, on n'appellerait pas ça une décision, on appellerait ça plutôt une évidence. Donc, la décision est synonyme d'incertitude. Eh bien, tout le but d'analyser la donnée, c'est d'essayer de faire en sorte de réduire cette incertitude de façon à se donner plus de chances de prendre la bonne décision. Alors, comment ça se passe au quotidien? Généralement, quand vous avez besoin de prendre une décision, vous allez vous baser sur votre expérience, sur vos connaissances, vous allez éventuellement solliciter vos collègues, ou vous allez solliciter leur avis, un tiers peut-être, ou rechercher de la documentation. Vous allez utiliser cette connaissance pour réduire cette incertitude. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un autre moyen de générer de la connaissance, et on va prendre un cas concret. Prenons un objectif, on est face à une problématique d'un service de santé au travail, en tout cas on va parler d'un objectif, on souhaite réduire le taux d'absentéisme aux visites des salariés. Eh bien, pour ça, on peut effectivement se dire, on échange au niveau de l'équipe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, on envoie des SMS de rappel, on met en place tout un ensemble de choses, c'est des premières actions qui fonctionnent et il faut les mettre en place.
Il y a une autre chose, c'est de se dire, je vais aller utiliser mes données. Alors, dans ma base de données, généralement, j'ai un ensemble de données qui sont au premier abord pas forcément très intelligibles. Et puis, une fois que j'ai la signification de ces données, finalement, je sais que ça, le premier, le 31-1-23 qui est à gauche, c'est une date. Je sais que la partie à droite, c'est un code NAF, un code d'activité économique. Et ça, j'en déduis, par exemple, que Madame Martin-Émilie était absente à sa visite du 31 janvier 2023. Donc là, j'ai une première information. Et puis, si j'analyse l'ensemble de ces informations d'absence, je peux en extraire une connaissance. Je peux constater que j'ai un taux d'absentéisme moyen de l'ensemble de mes salariés qui est de 9,5%. Par contre, sur le domaine de la restauration, qui est le domaine sur lequel travaille Madame Émilie Martin, mon taux d'absentéisme est de 8% le lundi et de 13,3% le mardi. En gros, mes salariés sont beaucoup plus absents le mardi dans le domaine de la restauration. Alors, je n'ai pas la raison du pourquoi, mais en tout cas, j'ai fait ce constat. Et la décision possible que peut m'amener ces données, cette analyse de données, c'est de privilégier les autres jours que le mardi pour convoquer les salariés du domaine de la restauration. Donc ça, c'est un exemple de problématique, mais bien entendu, il y a bien d'autres enjeux auxquels sont confrontés les services de santé au travail. Justement, Lilian, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les enjeux des services de santé au travail ? Oui, il y a plusieurs enjeux historiquement de BI en santé au travail et puis plus récemment aussi, bien sûr, avec la réforme. Le premier enjeu, ça serait une diversité des missions et des moyens limités. On sait que les services de santé au travail ont de plus en plus de missions qui leur incombent aujourd'hui, et malgré tout, avec des moyens qui restent ISO périmètre. Donc ça reste un sujet particulier. Un enjeu aussi de performance et de suivi opérationnel, puisque compte tenu de ces moyens qui restent limités, il est nécessaire de s'assurer effectivement des performances financières, on va dire, et puis aussi, bien sûr, des charges et des disponibilités des équipes, qui ne sont pas non plus extensibles. Un enjeu également de valoriser le travail et les actions accomplies par rapport à ce qu'on vient d'évoquer là. C'est-à-dire qu'il est important de mettre en exergue tout le travail qui a été réalisé par les équipes. Et aussi, ça a été d'ailleurs un sujet lors de l'ANI, que de valoriser et d'être mieux connu, que ces actions et ce périmètre des services de prévention santé au travail soient mieux connus à la fois auprès des partenaires et aussi des adhérents, des entreprises adhérentes à leurs services. Et puis enfin, un dernier enjeu qui serait plus lié au respect de la réglementation. Nous sommes là sur une réglementation qui est quand même, somme toute, assez complexe, sur lequel donc les services doivent se gérer, je dirais, et adhérer, et notamment aussi une réglementation qui est en perpétuelle évolution, et en particulier actuellement, depuis avril 2023, avec la publication de la certification par l'AFNOR. Élément important. Très bien, oui. Donc, comme tu dis, Lilian, effectivement, la certification aujourd'hui a un rôle vraiment primordial pour les services de santé au travail. Justement, Ludovic, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le rôle de la BI dans la certification ? Oui, alors la certification, tout le monde en a parlé depuis plusieurs mois, quelques années même d'ailleurs, et il y a une avancée puisque tout le monde a dû recevoir, en tout cas l'essentiel des services ont reçu cette première version du référentiel de certification qui a été construit en tout cas sous le pilotage de l'AFNOR. Et lorsqu'on lit ce document, on y découvre deux choses, j'en ai extrait deux phrases, mais qui donne la finalité de la certification, et on y voit apparaître les notions de progrès, de qualité et de proactivité. Donc, un des objectifs, en tout cas, de ce référentiel, c'est d'aider les services de santé à s'inscrire dans une démarche de projet et d'apporter un service, encore plus de satisfaction à leurs adhérents. Mais on voit qu'on a aussi cette notion de proactivité qui est d'anticiper, de pouvoir agir un petit peu sur l'avenir, d'anticiper l'avenir. Et là, c'est un des rôles, on commence à revoir le lien, commencer à poindre le lien avec l'analyse de données. Et puis, la deuxième partie est extrêmement importante puisqu'ils indiquent qu'un critère décrit une exigence mesurable du référentiel, qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Il y a la question de mesure, et je crois que là, tout le monde nous rejoindra, mais il n'est pas vraiment possible de pouvoir imaginer d'être dans une démarche qualité sans à un moment donné pouvoir mesurer les choses. Comme on le dit souvent, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Donc le fait de mesurer, d'avoir des données, de pouvoir les mesurer, de pouvoir les représenter est essentiel pour pouvoir répondre à ces attentes de certification. C'est vrai pour cette certification, mais c'est vrai pour l'ensemble des certifications dont on parle.
Un autre élément aussi concernant ces normes qualité, puisque même si on parle là ici d'un référentiel, le référentiel fait référence à des normes qualité, il s'inscrit dans cette même démarche, et les normes qualité, que ce soit par exemple la norme ISO 9001, vous dira et toutes vous diront que ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que par rapport à un objectif qu'on souhaite atteindre, eh bien, on va définir ce que l'on va faire. Le deuxième objectif, eh bien, on va mettre en musique, on va mettre en œuvre, on va faire ce que l'on a dit. Mais une fois que c'est fait, eh bien, il faut pouvoir s'assurer que ça correspond et que le résultat attendu va bien dans le bon sens, voire qu'il est atteint. Et là, il faut pouvoir le vérifier. Et comment est-ce qu'on va le vérifier? Eh bien, une manière de pouvoir le vérifier, c'est justement d'avoir des indicateurs, d'avoir des tableaux de bord qui va permettre de s'auto-évaluer et de comparer une situation actuelle avec une situation passée, mais aussi avec une situation finale qui est l'objectif qu'on souhaite définir ensemble. Très bien. Merci Ludovic et Lilian pour ces explications. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon justement des enjeux et qu'on a défini ce que c'était la BI, on va passer à quelque chose d'un peu plus, on va dire, concret, c'est-à-dire la mise en place d'une démarche de business intelligence. Ludovic, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et concrètement, comment ça fonctionne? Alors, les questions, je vois qu'il y a indiqué les questions à se poser. Je répondrai c'est en 6 lettres, ça tient en 6 lettres. QQOQCP. Qui, quoi, quand, comment et pourquoi. Finalement, cette méthodologie d'analyse de besoins, elle se prête beaucoup. C'est un peu un fil conducteur. Et je vous invite, en tout cas, lorsque vous mettez en place une démarche d'analyse de données, eh bien, à utiliser ce fameux QQOQCP. Cette méthodologie d'analyse de besoins, en tout cas, nous, on l'utilise lorsqu'on anime des ateliers. C'est pas le seul outil, mais on l'utilise. Alors, le fameux pourquoi, hein, c'est avant tout déjà définir l'objectif. C'est essentiel. On n'arrivera pas au bon endroit si on ne sait pas où on va. Donc, définir quel est l'objectif qu'on doit atteindre, qu'est-ce qu'on doit atteindre. Mettre un tableau de bord de suivi des fiches entreprises. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'avoir sa certification. Comme on l'a vu, la certification est là pour améliorer, pour aider le service à améliorer le service rendu. Donc, la finalité, c'est d'avoir un tableau de bord qui va aider à améliorer le service rendu par l'angle justement du suivi des fiches entreprises. Donc, on va définir les objectifs. Une fois qu'on a défini les objectifs, eh bien, on se dit quelles sont les données dont on a besoin. Ensuite, l'étape d'après, eh bien, ça va être d'aller les extraire là où elles sont. Alors, généralement dans les logiciels métiers, mais ça peut être parfois dans d'autres corpus de données, parce qu'on n'a pas toujours toutes les informations dans son logiciel métier, on peut avoir besoin de croiser avec d'autres données. La quatrième étape, eh bien, ça va être de les organiser, ces données. Si on veut pouvoir faire des statistiques, eh bien, il faut savoir que la manière dont elles sont rangées dans la plupart des outils métiers, elles sont optimisées dans l'outil métier pour pouvoir répondre à des besoins qui sont très opérationnels. C'est ce qu'on appelle le système d'information opérationnel. J'accède à un dossier médical, j'accède au dossier d'un salarié, j'accède à une fiche adhérent. Je viens accéder à un échantillon de données parmi mes centaines de milliers de données que j'ai dans ma base. Ça, c'est la partie opérationnelle. Sur la partie décisionnelle, et là, vraiment, quand on commence à les ranger, on passe dans un autre monde qui est celui de l'informatique décisionnelle. Eh bien là, on va les organiser parce qu'on va faire des recherches qui vont être des recherches beaucoup plus transverses. Je vais rechercher des gros volumes de données. Donc, c'est indispensable de pouvoir les classer différemment. Ensuite, eh bien, on va créer les tableaux de bord et dans le fameux QQOQCP, on va se poser la question de qui va être utilisateur, comment cette personne va y accéder, est-ce que c'est une personne de mon service, est-ce que c'est une personne externe, comment est-ce que je vais lui présenter, est-ce que je le mets dans une présentation PowerPoint, est-ce que je vais le diffuser sur Internet. Eh bien, en fonction de ça, on va utiliser le bon outil pour pouvoir présenter l'information de la meilleure manière. Et puis, une fois que tout ça est prêt, eh bien, on diffuse ces indicateurs aux personnes qui sont chargées de pouvoir les consommer, si je puis dire. Et quand on est à cette 6e étape, eh ben, on n'a pas fini parce que, et heureusement c'est une bonne chose, les services de santé au travail, comme les entreprises, comme les organisations, ils sont vivants. Et on leur souhaite que ça dure longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont vivants, ils se développent, et les indicateurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les indicateurs de demain. La donnée est la matière première, la manière dont elle est saisie aujourd'hui, elle ne sera peut-être pas saisie demain. Et donc le tableau de bord, eh bien, il faut s'assurer au cours du temps qu'il délivre bien toujours une information juste et fiable. Donc pour ça, eh bien, il y a 3 éléments. Il y a la source d'information qui est le système d'information opérationnel. À l'autre bout, on a l'outil, ce qui est vu par la plupart des personnes, eh bien, qui sont les tableaux de bord. Et entre les deux, eh bien, il faut créer ce qu'on appelle un référentiel de données. C'est une base de données qui est différente, hein, c'est une base de données décisionnelle dans laquelle on va extraire uniquement les informations dont on a besoin, mais toutes les informations dont on a besoin. On les met dans ce référentiel, on les organise, et puis ensuite on va pouvoir brancher sur ce référentiel de données
l'outil de visualisation qui va permettre très simplement et très rapidement, je vous montrerai un petit exemple si on tient le timing en fin de webinaire, on va pouvoir faire des choses vraiment très sympas à partir de ça. Très bien, Ludovic. Alors, par contre, dans les enjeux tout à l'heure, j'évoquais des moyens limités, donc ça a certainement un coût, tout ça. Tu peux nous dire un petit peu combien ça coûte? Alors, je vais répondre de deux manières à ta question. La première manière d'y répondre, c'est de dire que si la démarche BI elle a un coût, c'est un échec. Une démarche BI, à partir du moment où on la met en place, au final, quand on fait le bilan, et à court terme, elle doit permettre de gagner en valeur. Alors, gagner en valeur, ça peut être de l'argent dans un certain nombre de cas, mais ça peut être en termes de taux d'atteinte de sa mission, ça peut être en termes d'image. Mais une démarche de business intelligence, et c'est pour ça que l'analyse des besoins, l'étude des objectifs en premier, vraiment, c'est la pierre angulaire de la réussite d'un projet. C'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va apporter à mon service. Et par rapport à ce que j'attends comme gain, eh bien, quels sont les efforts que je vais devoir mettre en place? Il faut que les efforts que je mette en place soient inférieurs aux gains. Sinon, nous, le conseil sera de dire, ben voilà, n'entreprenez pas ce projet. Pour l'instant, ce n'est pas la bonne solution, parce qu'au final, le but de mettre en place une démarche BI, c'est vraiment de progresser sur tous les aspects. Donc, ça doit être un gain financier, ça doit être créateur de valeur. Donc, comme je disais, vraiment, l'analyse des besoins est essentielle. C'est pas un webinaire aujourd'hui sur l'analyse des besoins, mais il faut vraiment faire la distinction qu'une analyse de besoin, ce n'est pas écouter une demande attentivement. Voilà. Entre la demande qui est formulée et le besoin qu'il y a derrière, c'est des choses différentes. Je reprends mon exemple. La demande peut être je veux pouvoir obtenir ma certification, mais le besoin au-delà de ça, c'est pas uniquement la certification, c'est je veux pouvoir apporter un meilleur service auprès de mes adhérents et des salariés. Il faut ensuite choisir les bons outils. On le verra tout à l'heure, je vous partagerai quelques pièges et des choses qu'on a pu voir sur malheureusement certaines entreprises, certaines organisations qui pensent que pour faire de la BI, force de toutes les publicités qu'on voit, je vais acheter un bon gros outil BI avec généralement le prix qui va avec, et puis ça va tout faire. Malheureusement non, parce que généralement il manque le référentiel intermédiaire, et le référentiel intermédiaire qu'on ne voit pas, c'est lui aussi un élément, une pierre angulaire du système. Voilà. Et donc s'assurer du retour sur investissement. Et puis, un des facteurs clés de succès, on en donnera d'autres tout à l'heure, mais c'est aussi de collaborer, vraiment impliquer l'ensemble des acteurs du service de santé, ce qui va permettre de converger beaucoup plus rapidement vers quelque chose qui fonctionne et à forte valeur ajoutée. Alors, pour répondre quand même à ta question, pour donner des chiffres, parce que s'il n'y a pas de coût, il y a au moins un investissement, et qui dit investissement, dit ROI, dit retour sur investissement. Je dirais qu'aujourd'hui, pour un service de santé, par rapport à la typologie des services qu'on connaît, un service de taille intermédiaire, sur un budget de 10 à 20 000 euros en année 1, en incluant les outils, le conseil, la masse salariale, on peut faire déjà des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Mais encore une fois, c'est un investissement, donc on s'attend à ce qu'au bout de cette année, c'est rapporté un peu plus que ça. Très bien, merci. On y voit un peu mieux effectivement sur ces aspects financiers, hein. Tu nous as donné un périmètre déjà financier plus détaillé, donc c'est bien. Sur les aspects compétences, parce que ça semble quand même assez complet, hein. Donc est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour mettre ça en place? C'est un métier, comme on a le métier de préventeur, comme on a le métier d'infirmier, de médecin, et avec bien son lot de compétences qui va avec quand même une échelle d'importance. Je dirais, on les a sur la partie droite, les trois compétences qui sont fondamentales, sans quoi on ne peut pas faire de la business intelligence. C'est déjà une bonne connaissance du métier, du domaine sur lequel on intervient. Sinon, c'est difficile d'être force de proposition. Ensuite, on est sur du numérique. Et à un moment donné, il faut avoir des connaissances en développement informatique, en analyse, en recherche de bases de données. Une fois qu'on a ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des connaissances en statistique, en modélisation de données, en comment organiser un référentiel de données. Donc ça, c'est les trois indispensables. Si on n'a pas ça, on ne peut pas arriver, ou en tout cas, ce sera plus le fruit du hasard d'arriver à un succès sur un projet de business intelligence. Ensuite, il y a des ateliers à mettre en place, du recueil de besoins, on en parlait tout à l'heure. Réussir la phase des objectifs,
des compétences en recueil de besoins, aussi en conduite du changement, certaines personnes, et ça revient quasi systématiquement quand on va demander à certaines personnes, et je ne l'explique pas, mais de saisir un certain nombre de données, vous avez le mot flicage qui arrive, ou un synonyme. Si certains ont déjà eu, je pense certains ont déjà eu des expériences, ça leur, ils ont forcément entendu ça, et quand il n'est pas dit, il est sous-entendu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'inscrire à l'expliquer. Voilà, il faut vraiment expliquer. Quand je parlais tout à l'heure de collaboration, d'impliquer l'ensemble des parties prenantes dans le projet, c'est essentiel. Il faut avoir de ces qualités-là. C'est un projet, donc des qualités en gestion de projet. La sécurité et la protection des données, c'est essentiel, et encore plus, j'insiste là-dessus, encore plus dans le domaine de la prévention et de la santé au travail, parce qu'il y a des données à caractère personnel, parce qu'il y a des données de santé à caractère personnel, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas susciter des vocations en disant ça, mais aujourd'hui, sur ce qu'on appelle les darknets, sur ces réseaux un peu sombres de l'Internet, il faut savoir qu'un dossier médical peut se vendre jusqu'à 150 €, qu'un nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email qualifiée peut se vendre jusqu'à une dizaine d'euros. Donc là, je pense que les services de santé feront vite la multiplication avec les données qu'ils ont. Ça peut rapidement susciter des convoitises. Et quand on est dans le quotidien d'utiliser les données, bien parfois on oublie ce risque finalement. On est tellement attaché à apporter un service de qualité qu'on pourrait parfois faire preuve d'une petite faiblesse, voire d'une négligence, et générer une faille. Donc il faut être attentif à ce que lorsqu'on met en place la démarche de BI, on soit toujours attentif à cet aspect sécurité. Ça, c'est vraiment une compétence à avoir. La sécurité, elle ne doit pas limiter, elle doit être là pour protéger. Au final, on doit quand même pouvoir atteindre son besoin. Et puis, il y a le côté éco-conception, dans les deux sens du terme. Éco, dans le côté économique, on en a parlé sur le coût, retour sur investissement qui doit être impératif. Et puis, l'éco-conception dans le sens minimisation de la donnée qu'on va mettre en place pour minimiser l'espace de stockage, pour minimiser l'infrastructure informatique, et puis au final, pour minimiser l'impact sur notre environnement, parce que c'est important. Alors, quelle est la personne qui a ce type de profil? Alors aujourd'hui, il y a un métier qui est relativement nouveau. On appelle ça en anglais, c'est le CDO, le Chief Data Officer. En français, on parlera de directeur, directrice des données. Alors, c'est des métiers qui sont en développement. La plupart des entreprises n'ont pas ce type de profil. Alors, ça peut être porté, ce type de mission peut être porté en fonction, je dirais, de la couleur qu'on veut donner au projet, aussi par la direction qualité, si on est quand même dans une démarche de certification, direction financière, si on est plus justement sur l'optimisation financière. Ben, vous avez compris le principe. Ça peut être aussi le directeur, la direction du système d'information. Je mettrai juste un point de vigilance. Il faut que le DSI ne se trouve pas dans une situation un petit peu de conflit d'intérêts, où d'un côté il doit mettre à disposition les moyens, d'un autre côté il doit aussi les recommander. Donc voilà, c'est possible, mais il faut bien dissocier les rôles entre la partie opérationnelle et la partie décisionnelle. Dans tous les cas, point commun, un tel projet doit être vraiment sponsorisé, soutenu par la direction générale du service, et donc le pilote du projet BI doit être en lien avec la direction du service. Parfait, merci. Merci pour ces précisions sur les compétences. Tu évoquais tout à l'heure des pièges à éviter. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les écueils à ne pas, dans lesquels ne pas tomber, justement? Oui, alors déjà, si on suit bien la méthodologie qu'on a évoquée tout à l'heure, on va déjà, c'est le bon chemin. Voilà, je dirais que déjà, on va se donner beaucoup plus de chances de réussite. J'en ai parlé tout à l'heure, ne pas se précipiter sur l'acquisition d'un outil de data visualisation. C'est comme si vous vous précipitiez au magasin de bricolage du coin pour aller acheter un outil, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. Aujourd'hui, derrière tout un ensemble de plateformes de visualisation, de création de graphiques qui sont qu'on appelle des plateformes BI, eh bien même si elles se ressemblent toutes, en tout cas au premier abord, elles ont toutes leurs particularités, des avantages, des inconvénients. J'ai le cas d'un service de santé qui a investi quasiment 20 000 € dans une plateforme qui aujourd'hui n'utilise pas parce qu'il n'avait pas forcément le gap en termes de formation pour l'utilisation par rapport au profil des personnes présentes dans son service. Il y avait un gap trop important. Donc bien sûr que ces personnes auraient pu y arriver avec plus de formation, mais elles n'ont pas été recrutées pour ça. Donc voilà, prendre son temps. Démarrons par les ateliers d'analyse des objectifs, et puis ensuite on peut choisir la solution. L'excès de confiance dans la qualité des données. Alors quand je parle de la qualité des données, bien sûr, la donnée, c'est la donnée, elle est de qualité par rapport à quoi? Alors
par rapport au dossier médical, je me permettrai certainement pas de juger, mais je pense qu'aujourd'hui, les services fonctionnent bien et les dossiers sont bien tenus. Donc, ce n'est pas de cette qualité-là dont on parle. On va parler de qualité à des fins d'analyse de données. Donc, si à un moment donné, vous allez faire un bilan des statistiques sur vos fiches entreprises, sur lesquelles vous êtes censé avoir étiqueté vos données, alors étiqueter vos données, vous allez les comprendre, ça veut dire bien les relier à des éléments de thésaurus, par exemple, et que certaines personnes ne l'ont pas fait, ou certaines personnes sont venues rajouter, se sont peut-être trompées, ou volontairement sont venues mettre d'autres éléments, eh bien, on va avoir des indicateurs qui sont faux. Et ça existe aujourd'hui dans tous les services, mais même dans toutes les organisations, au-delà, que ce soit des industriels ou autres, on est passé, il y a toujours, avec des niveaux plus ou moins importants, certains écarts. Donc ça, il faut valider. S'il n'y a pas de double contrôle, alors ce qu'on appelle le double contrôle, pour vous l'illustrer, si on vous met à disposition un tableau de bord, la question que vous devez vous poser, qu'est-ce qui me permet de savoir que ce tableau de bord il est fiable? Donc, il ne faut pas uniquement le regard d'une personne technique, il ne faut pas uniquement le regard d'une personne métier, il faut à la fois un regard d'une personne technique qui aura vérifié que d'un point de vue technique, technologique, la requête elle est correcte, et puis un regard métier de la part du service qui puisse se dire, bah oui, la donnée elle est cohérente par rapport à d'autres croisements qu'on va pouvoir faire et valider. La suranalyse, c'est le fameux dicton trop de tableau de bord, tue de tableau de bord. Voilà, le trop tue. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une norme, hein, on parlait de l'AFNOR tout à l'heure, il y a une norme qui est, je l'avais tout à l'heure, je vous donne le nom, je ne l'ai pas noté, on aurait pu la noter, qui est la FDX50171, qui vous donne tout un ensemble de recommandations sur créer un tableau de bord, et il est bien indiqué qu'un tableau de bord ne doit pas avoir plus de 10 indicateurs à l'écran. Voilà, sinon, au bout d'un moment, ça devient inutilisable. Et puis, il y a le mauvais usage des indicateurs, ou les mauvais indicateurs, ben ça, c'est si on n'a pas très bien fait l'analyse des besoins, à un moment donné, bien, on peut mesurer la mauvaise chose, ou alors l'utilisateur peut croire que l'indicateur veut représenter une certaine chose, mais en fait, il en représente une autre. Et là, c'est parce que souvent, ben, il y a un manque d'explication sur le tableau de bord. S'il n'y a pas un minimum de légende, on peut rapidement avoir une mauvaise interprétation. Voilà. Donc, pour résumer, les 5 principaux pièges qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, c'est ceci. Très bien, parfait. C'est bien noté. Hop. On est passé, hop, j'ai appuyé, je reviens un petit slide en arrière, voilà. Alors, je te propose, Lilian, de te donner aussi des bonnes pratiques. Il y a le fameux parcours hein, qu'on a vu tout à l'heure en 7 étapes, donc définir les objectifs, choisir les bons KPI. Je vous donne certainement l'impression de redire les choses, mais c'est tellement essentiel que c'est important. Et la deuxième chose essentielle, c'est investir dans la mise en œuvre d'un référentiel de données de qualité. Si vous deviez retenir que 2 des 5 points, je dirais que c'est ces 2 points-là. Après, on arrive à s'en sortir. Soit on fait en sorte que ce soit compliqué, on n'utilise pas de thésaurus, soit on fait en sorte que ce soit simple. Et quand on voulait parler tout à l'heure, on parlait des coûts. Eh bien, si on veut pouvoir réduire les coûts de mise en œuvre de création de ces tableaux de bord, eh bien, c'est d'utiliser les thésaurus qui sont mis à disposition. Sur les différents secteurs dans lesquels on intervient, la santé au travail, c'est aujourd'hui le seul secteur où il y a les thésaurus, notamment je pense très fortement aux thésaurus présence, qui sont très complets, qui sont très détaillés, qui sont bien hiérarchisés et qui facilitent grandement la création des tableaux de bord. Donc vraiment les utiliser, encourager les utilisateurs à les utiliser. Quand des utilisateurs peuvent être réfractaires à les utiliser, ben, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de comprendre et d'aller les convaincre. Et il existe des manières de redresser ces données, de pouvoir, même si à un moment donné, elles n'ont pas été saisies correctement, de pouvoir ensuite les réaligner dans l'environnement décisionnel, je parle bien. Donc, il y a des solutions. Donc, essentiel au niveau des thésaurus, choisir les bons outils, on en a parlé tout à l'heure, bien dissocier l'outil qui va permettre de faire les tableaux de bord de l'outil métier des bases opérationnelles avec cet entrepôt de données hein, qu'on appelle aussi référentiel, et puis collaborer, on en a parlé tout à l'heure, ça doit être un projet de service, ça, en tout cas ça fait partie des projets de service, vraiment impliquer les collaborateurs du service dans la création des tableaux de bord. Il ne faut pas oublier que si la donnée elle a la matière première, eh bien, les fournisseurs de cette matière première, c'est avant tout les utilisateurs. Donc si on veut qu'ils apportent une matière première de qualité, c'est important de les sensibiliser, de prendre le temps de leur expliquer ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait.
Parfait. Merci à tous les deux pour ces explications. Je pense que ça a bien permis au service de santé de comprendre comment mettre en place une démarche de BI, donc soit côté coût, bonnes pratiques et également les pièges à éviter. Quand tu t'es présenté, Ludovic, tu disais justement que tu étais directeur du département Data d'Access. Est-ce que tu peux nous expliquer tes missions et celles de ton équipe et comment tu accompagnes les services de santé dans leur démarche? Oui, alors je vais en donner quelques éléments, en tout cas ce qui va intéresser aujourd'hui les personnes qui nous suivent pour les services de santé au travail. Notre mission, de manière générale, eh bien, c'est comme on l'a compris, comme on l'a présenté, il y a des données qui sont présentes dans de plus en plus d'organisations et ces données, en appliquant quelques traitements dessus, j'allais dire un petit peu de magie, mais parfois, finalement, on va transformer, on est des alchimistes, un petit peu en quelque sorte, on va transformer bien, de la donnée en quelque chose qui a de la valeur. Nous, c'est de faire en sorte d'aider justement à créer cette valeur pour les services de santé, mais pas que. Et puis faire en sorte comment, c'est plutôt la manière dont on y arrive, on fait en sorte que la business intelligence, elle soit accessible au plus grand nombre, avec des outils qui leur soient accessibles. Et puis, en essayant de faire en sorte que cette relative complexité qu'on peut parfois imaginer, bien la masquer. Alors, ça repose sur deux choses principalement. La démarche BI la BI, c'est deux choses qui sont indissociables. On pense souvent à l'outil, à la solution technologique, mais il y a la démarche. Donc, l'outil et la démarche. Donc, quand un client souhaite avancer, s'inscrire dans une démarche d'analyse de données, bien, on arrive avec ces deux atouts, cette démarche BI et puis des solutions qu'on propose. On est capable de s'adapter aux solutions aussi en place. Et puis de manière plus générale, on intervient sur du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, où, comme tout à l'heure on le voyait, on dispose de l'ensemble des compétences pour accompagner des entreprises, des organisations vers la réussite de leur projet BI. Et donc, on peut intervenir aussi en tant que direction de la donnée, direction des données en temps partagé. Et je te propose, Laura, donc, vu qu'on arrive sur la phase finale, qu'on voit qu'on a un petit rendu graphique de ce que ça peut donner, de mettre un petit peu de concret. Ça permettra d'imager aussi, parce qu'on a quelques questions sur le chat d'ailleurs. Évitez de poser vos questions sur le chat, mais plutôt sur la question d'enquête, notamment enquête Calios, qui nous sont demandées par Présence Nationale, où certaines données ne peuvent pas toutes être extraites du logiciel métier, ou sur des années antérieures, donc par exemple sur des reports de données de l'exercice 2022, par exemple à la DGT. Donc peut-être que dans l'exemple que tu vas nous donner, tu pourras peut-être aussi imager un peu ces sources de données et puis la manière de les présenter. Oui. Ok, je te laisserai tout à l'heure, Laura, donc toi, je vous remercierai de lire les questions puisque je les vois pas sur mon écran partagé. Voilà, c'est un exemple de tableau de bord. Alors, on a démarré en parlant de la certification et du référentiel de certification. Eh bien, continuons avec ce référentiel. On prenait l'illustration des fiches entreprises. Eh bien, une des exigences de la mission 1 qui est définie dans ce document, eh bien, c'est de suivre les fiches entreprises. Alors, on a créé un tableau de bord où, à l'intérieur, eh bien, on a extrait, si je descends un petit peu, on a remis les éléments qui proviennent directement de ce référentiel pour expliquer à l'utilisateur eh bien, quelles sont les attentes, une partie des objectifs à atteindre. Et notamment, eh bien, il est demandé de suivre la création des fiches entreprises, à la fois pour les entreprises et nouvelles entreprises adhérentes où la FE doit être réalisée dans un délai d'1 an. Et puis, pour les entreprises de plus de 4 ans, eh bien, il faut que leur FE soit renouvelé avant ce délai-là. Donc là, sur le tableau de bord, il y a différents éléments. Donc non seulement on va pouvoir répondre directement aux différentes questions qui sont posées, on a les indicateurs avec, à ce jour, eh bien, dans les nouveaux adhérents des 12 derniers mois, puisqu'on parle des 12 derniers mois au niveau du suivi des nouveaux adhérents, eh bien, actuellement, dans cet exemple, alors c'est un exemple fictif, tous les noms que vous voyez à droite ont été générés automatiquement. Eh bien, j'ai 241 adhérents qui n'ont pas encore de fiche entreprise. Mais sur l'ensemble de mon périmètre, sur ma base que j'ai créée, eh bien, j'ai à peu près 3000 adhérents pour lesquels je n'ai pas encore de FE. Et concernant uniquement ceux de plus de 4 ans, eh bien, on voit bien, j'ai le chiffre. Donc, mes principaux indicateurs apparaissent à l'écran. Et puis ensuite, eh bien, j'ai des graphiques.
Ces graphiques vont donner plus de détails, mais vont aussi avoir un autre intérêt. Ils vont aussi aider à la prise de décision et au pilotage opérationnel de la réalisation de ces fiches d'entreprise. Sur la partie gauche, par exemple, eh bien, on a fait le choix de présenter les informations concernant les nouveaux adhérents sous forme de ce qu'on appelle une balance AG. Donc, qu'est-ce qu'une balance AG? Eh bien, prenons le cas d'un adhérent qui a rejoint le service de santé au mois de juillet 2022. Eh bien, au premier abord, il va intégrer la barre violette ici qui va augmenter de 1 puisqu'il nous a rejoint au mois de juillet. Lorsqu'on va réaliser sa fiche entreprise, même si sa fiche entreprise elle a été réalisée au mois de mars, eh bien, on va venir la comptabiliser ici. Alors, plus précisément, en brun, c'est les adhérents dont la fiche entreprise est à réaliser, et en violet, lorsqu'elle est réalisée. L'intérêt de cette démarche, c'est que progressivement, le temps passant, logiquement, toutes les barres qui sont le plus à gauche, donc le plus anciennes, doivent devenir violettes. Et ici, bien sur mon graphique, je vois, alors c'est pas très très lisible, je vous le concède, mais je vois par exemple, eh bien ici, qu'il me reste une fiche entreprise à faire, et cette fiche entreprise, si j'attends un mois de plus, eh bien je serai hors délai. Donc ça va permettre d'aider à piloter et de prioriser, savoir quelles sont les fiches entreprises, quels sont les adhérents en tout cas qu'il faut que je traite en priorité, de façon à tout le temps, systématiquement, eh bien avoir atteindre idéalement ce taux de 100% de FE pour mes nouveaux adhérents. Sur la partie droite, je réponds plutôt à la question de l'ancienneté des FE, celles qui ont plus de 4 ans, celles qui ont moins de 4 ans, celles aussi où j'ai pas de FE. Mais on a pris aussi soin de ventiler les 3 à 4 ans, les 2 à 3 ans, les 1 à 2 ans. Parce que là aussi, c'est important, les 3 à 4 ans sont importants, puisque eh bien, si on ne les traite pas, si on ne les refait pas repasser rapidement à moins de 1 an, eh bien, à la fin de l'année, eh bien, elles vont passer dans les plus de 4 ans. Et donc, l'objectif, c'est de réduire au minimum cette partie-là. Donc, il y a vraiment 2 axes pour améliorer le suivi au niveau des FE. C'est d'une part, eh bien, de les traiter au fil de l'eau et faire en sorte eh bien, que j'ai que des barres violettes sur la partie gauche. Et puis, eh bien, ici, faire en sorte que justement, assez rapidement, je puisse descendre ma barre des 3 à 4 ans de façon à ce que ça ne vienne pas remplir de l'autre côté. Alors ça, c'est une vision globale du service. C'est un tableau de bord qui est ensuite interactif. Je peux le diffuser soit en permettant à chacune de mes équipes de voir uniquement leurs données, ou pourquoi pas en ayant la possibilité d'avoir des filtres sur les différentes données. Et puis, vu que la norme, en tout cas le référentiel, eh bien, nous demande d'avoir une visualisation des données pour les entreprises en fonction, une segmentation en fonction de la taille de l'entreprise. Mais on a également la possibilité ici de pouvoir le faire. Vous avez peut-être remarqué, parfois, lorsqu'on répond aux enquêtes, on parlait des enquêtes présence, on parlait des enquêtes de l'adresse, il y en a de l'adresse, il y en a d'autres. Ou l'AFNOR, parfois on nous demande une répartition entre 11 à 49, parfois entre 50 à 299. Bien, ces choses-là sont paramétrables, et le tableau de bord, eh bien, vous pouvez, si vous en avez besoin, en faire je vais regarder si j'ai la possibilité de vous montrer ça. Là, tu nous parlais tout à l'heure des outils. Ce que tu nous montres est la parfaite représentation de l'usage d'Excel sans obligatoirement passer par un outil. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Alors là, on l'a fait avec Excel. On peut faire déjà des choses vraiment très bien. Donc voilà. Donc par exemple, eh bien, on a prévu la segmentation présence. Donc sur ce même tableau de bord, eh bien, si je veux l'utiliser pour extraire mes chiffres clés en présence, je vais pouvoir le faire. Voilà. Et là, je retrouve eh bien, ma répartition qui est demandée dans l'enquête Calios, avec mes 1 à 9 plutôt que mes moins de 11, mes 10 à 49, et ainsi de suite. Donc on peut ensuite très rapidement, d'un tableau de bord qui répond à un besoin, en faire une copie et rapidement venir connecter derrière d'autres segments et faire d'autres choses. Voilà. C'est une illustration de choses qu'on fait pour les services de santé, notamment, et donc là, pour les services de santé qu'on a le plaisir d'accompagner actuellement, par exemple, ce tableau de bord-là leur sera offert et sera mis à disposition. Très bien, parfait. Ça a l'air séduisant et puissant, effectivement. Très bien, ouais, ça permet vraiment de se projeter, je pense, pour les services présents, là, de voir vraiment un cas concret et vraiment les possibilités qu'ils ont grâce à la BI. Et bien, parfait. Bah, écoutez, on arrive à la fin justement de la présentation. Merci Lilian et Ludovic pour tout ça. On va passer peut-être aux questions. J'ai vu qu'il y en avait 3 justement sur le chat. Lilian, Ludovic, je vous laisse peut-être prendre la main sur le sujet. Lilian, tu avais commencé à évoquer certains points, peut-être d'autres choses
Oui, Je vois qu'il y a une autre personne qui est en train justement d'écrire une question auquel on va pouvoir répondre. d'accord. Alors, c'était peut-être pas, somme toute, des questions, mais peut-être plus des affirmations. Il y avait donc une remarque de Gladys notamment concernant les données. Il nous est demandé de reporter des données sur l'exercice 2022 à la DGT. Nous sommes confrontés à des difficultés d'extraction afin de pouvoir répondre. En effet, ces éléments seront certainement liés à ce qui sera vérifié lors de la certification. Effectivement, il y a des éléments qui viendront en lien avec la certification qui vient juste d'être publié, donc avec des effets rétroactifs sur l'année 2022. Je ne sais pas si Ludovic, là-dessus, tu peux nous donner des éléments, mais le côté effet rétroactivité, ça peut effectivement poser quelquefois problème. Oui, alors j'ai fait une communication d'ailleurs sur LinkedIn en disant j'ai fait un parallèle avec un proverbe chinois qui disait que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le second meilleur moment, c'est maintenant. Eh bien, je dirais que lorsque les données évoluent au cours du temps, à un moment donné, vos logiciels métiers ne sont pas des logiciels décisionnels, ils sont là pour gérer le quotidien opérationnel, et à un moment donné, eh bien, il faut pouvoir faire des photos d'une situation si on veut pouvoir remonter, si on veut pouvoir refaire des statistiques dessus, ou savoir quelle était la situation à un instant T. Donc ça se prévoit, ça s'anticipe, et notamment avec un référentiel de données, eh bien, vous allez pouvoir faire ces choses-là. Ensuite, aujourd'hui, eh bien, les données des logiciels, en tout cas pour avoir accompagné des services de santé sur l'extraction des chiffres clés de l'enquête Calios, on a pu tout sortir. Donc voilà, logiquement, on peut tout sortir. Alors, tu viens de répondre à la question suivante peut-être de Sébastien qui nous dit même remarque que Gladys, certaines données, notamment pour l'enquête Calios de présence nationale justement, où certaines Oui. données ne pourraient pas être extraites de l'outil métier. Oui, alors oui, c'est vrai, puisqu'on aborde, on accompagne, que ce soit pour la Direction générale du travail, que ce soit également pour les chiffres clés de l'enquête Calios, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont très très similaires, donc la réponse s'apporte. Alors après, il faudrait regarder sur de quel indicateur on parle précisément. Alors ensuite, il faut bien entendu que la donnée qu'elle soit existante et qu'elle soit saisie et saisie au bon endroit aussi. Ça, c'est des éléments aussi qui sont importants. Puisqu'autant on peut trouver des solutions avec les outils métiers, mais là où on ne sera ni nous-mêmes magiciens, ni même quelqu'un d'autre, c'est que si la donnée n'existe pas, ou alors si elle existe et qu'elle est pour bon endroit. Est-ce qu'il serait possible également, Ludovic, de comparer ou d'intégrer des données qui ne seraient pas forcément issues de l'outil métier? Je pense notamment à des données publiques qui seraient visibles sur les réseaux, par exemple, sur Internet ou autre. C'est quelque chose qui pourrait s'intégrer? Complètement, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de créer ce référentiel de données. D'un côté, j'ai ma masse de données opérationnelle avec tout un ensemble de choses, mais on se rend compte que finalement, il y a que l'essentiel des statistiques qu'on fait ne sont que sur une partie de ces données-là. Donc c'est les extraire, synchroniser régulièrement, tous les jours, ça peut être plusieurs fois par jour. Elles sont organisées d'une certaine manière, elles sont éventuellement redressées, et elles peuvent être complétées et enrichies, pour répondre à ta question, avec des sources externes. Par exemple, si on veut faire des statistiques, mais on a besoin de connaître l'équivalent temps plein d'une personne, parfois l'information n'est pas dans l'outil métier, mais dans l'outil RH. On l'extrait, on vient consolider ces éléments, et l'utilisateur, au final, il peut en disposer sur son tableau de bord. Donc oui, c'est possible. On n'est pas limité donc uniquement à l'outil métier. Très bien, merci. Et puis une dernière question de David qui nous demande, je pense qu'on y a répondu, quel outil de data visualisation on a utilisé dans ton exemple? Donc voilà. C'était Excel, je pense. Voilà, dans l'exemple, c'est Excel. Donc on est assez agnostique sur cette partie-là. Voilà, on n'a pas de parti pris. On a fait un webinaire avec Click, on a fait un webinaire avec Power BI. On souhaitait montrer, je souhaitais montrer qu'il était possible de faire des choses vraiment très très bien. Voire parfois aussi puissantes que d'autres outils bien plus onéreux avec Excel. Voilà. Maintenant, on ne va pas tout faire avec Excel, il faut aussi dire les choses. Donc, il y a aussi tout un ensemble de limitations, mais on peut faire des choses très intéressantes, et avec un Excel qui est connecté au référentiel de données. Vous cliquez sur le bouton actualiser, automatiquement, vous avez les données à jour de la veille. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire qui ne sont pas toujours connues. Bon, très bien, tu nous rassures. Donc, tu n'as pas d'action ni chez l'un ni chez l'autre, et Excel peut très bien faire l'affaire également. Parfait. Non, ce serait dommage, ce serait difficile de pouvoir conseiller en étant parti pris d'un éditeur solution de visualisation. Donc, non, on est totalement indépendant de ce côté-là. On va choisir la meilleure solution. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire et des questions qui nous étaient posées. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Oui, voilà, je vous mets les coordonnées justement du lien Ludovic si vous souhaitez les recontacter pour d'autres questions ou justement échanger sur un futur projet. On vous a également mis leur profil LinkedIn. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux parce qu'on partage pas mal de choses, même sur la page Access qui pourrait vous intéresser justement sur la data, sur les enjeux des services de santé au travail. Je vais vous partager aussi un petit sondage en même temps pour que vous puissiez justement nous dire les prochaines thématiques que vous souhaitez voir abordées dans un prochain webinaire. Et je vous laisse y répondre. Voilà, donc comme on dit, on a fait le tour de la présentation. Merci Ludovic et Lilian pour toutes ces explications. Et surtout, merci à tous pour votre présence et tous les échanges qu'on a eus. C'était très constructif. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.